Bienvenue sur Nord FM, vous êtes dans Parole Mets de Pièce, l'émission politique de Nord FM. Et comme tête de liste aujourd'hui, c'est Yann Plaisir. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs du Nord et bonjour plus particulièrement à cette belle commune où je me trouve aujourd'hui, cette belle commune du Lorrain. On ne connaît pas l'homme. Qui est Yann Plaisir? Voilà, oui, c'est vrai qu'on connaît jamais vraiment, sauf à être très très proche, on ne connaît pas vraiment les gens. Mais ce qui est vrai, c'est que de moi, on a beaucoup d'a priori. Parce que sans me connaître, souvent on m'a jugé. Après, quelquefois, les gens m'ont dit, tiens, tu gagnes à être connu et il faut que tu te fasses connaître. Pourquoi on me juge a priori? Parce que je projette une image, malgré moi, qui est une image de quelqu'un qui a grandi dans un milieu considéré comme un milieu aisé, quelqu'un qui a une responsabilité d'entrepreneur. Donc les entrepreneurs sont quelquefois perçus comme étant des gens qui ne sont pas toujours à l'écoute des autres, qui pensent d'abord à eux. Donc toutes ces images-là, toutes ces a priori font que l'on a une certaine vision de moi. Qui je suis? Moi, je suis quelqu'un qui est né ici en Martinique, à Schœlcher, il y a de cela 63 ans maintenant. Si ce chef d'entreprise-là s'engage, c'est que vraiment il veut faire quelque chose pour son pays. Autrement, il ferait comme les autres, c'est-à-dire qu'il se cacherait, il ne donnerait pas ses opinions, il serait bien avec tout le monde, il ferait le caméléon, quoi. La commune est de gauche, vous, collectivité de droite, vous servez la commune de gauche. Eh bien, c'est ça qui était passé. Je ne peux pas demander qui s'est passé. Il faut que ça finisse. Je ne suis pas d'accord avec la CTM, mais je sais que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'avec les deux conseils qu'on avait, je pense que c'était mieux. C'est là qu'on aura un conseil unique. Lorsqu'on est deux, le plus fort. C'est ce que je veux dire aux gens. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Ce que j'ai noté, c'est du scepticisme, effectivement, une certaine dégoût des hommes et de la classe politique. Et puis ce sentiment que les choses ne peuvent pas changer. Moi je leur dis à la population, je dis aux habitants, oui ça peut changer. Mais si ce que disent les gens, ça n'est pas ce qu'ils pensent, si ce que disent les gens, ils peuvent changer le lendemain matin, comment voulez-vous que le citoyen s'y retrouve? Oui. Le citoyen, il est perdu. Si monsieur un tel lui dit aujourd'hui, tiens, regardez certains maires, ils ont appelé à voter pour le 74. Je crois que c'est le cas du maire du Lorrain, M. Pamphile, pour ne pas le citer. Que je salue, je le connais bien. Bon, il appelle à voter pour l'article 74. Il est avec M. Claude Lise. J'étais au conseil général, moi, à l'époque. Il est un soutien déflectible de M. Lise. Il est 4e vice-président du conseil général. Il est dans un combat. Il explique aux gens que cet homme-là est un homme extraordinaire. Et puis, tout d'un coup, le 74 est désapprouvé par les Martiniquais, et donc désapprouvé dans la commune du Lorrain, et on le retrouve de l'autre côté. Et il explique aux gens que finalement, Lise, c'est le pire des hommes, pique-pendre. Comment vous voulez que le citoyen se retrouve dans ça? Comment voulez-vous qu'un citoyen comprenne ça? Vous avez entendu cette dame qui a dit, et c'est symptomatique, il y a une dame qui a dit, oui, mais on n'aide pas les communes de gauche parce qu'on est de droite, ou on n'aide pas les communes de droite parce qu'on est de gauche, etc. Ça, si vous voulez, c'est inadmissible. Et ça se passe, c'est une réalité, les gens le voient bien. Soi-disant qu'il y aurait des communes amies. Quand j'entends que le président d'une collectivité dit « c'est moi qui ai fait le bord de mer de Sainte-Marie » ou des choses comme ça. Non, c'est le maire de la commune qui a impulsé. Et vous n'avez fait qu'apporter les fonds publics qui vous sont transmis par l'Europe et par la France, et vous n'avez fait que faire ce que vous devez faire pour toutes les communes de Martinique et tous les habitants de Martinique. Donc c'est un cadeau que vous avez fait aux gens. Ce n'est pas votre argent, c'est de l'argent public. Et vous le répartissez équitablement, honnêtement, en fonction des intérêts des Martiniquais, non pas en fonction des intérêts politiques, non pas pour demain matin dire parce que j'ai fait ça, vous devez faire ça pour moi. Non, parce que c'est bien de le faire.
nous avons la liste qui a le plus jeune moyenne d'âge. J'ai placé des jeunes, beaucoup de jeunes en place d'éligible. Violaine Diaz, qui a 32 ans, elle est en 4e position sur ma liste. C'est la 2e femme en positionnement dans le nord de la Martinique. Eh bien, pour moi, c'est significatif. Je constate simplement que, vous savez que beaucoup de choses que nous allons vivre demain dans l'organisation de la gouvernance de cette collectivité unique a été négociée, parce que c'est comme ça, avec l'État, par nos parlementaires, dont les 2 principaux et les plus influents étaient M. Marie-Jeanne et M. Letchini. Et il est quand même surprenant de constater qu'on a interdit aux maires d'être à la fois maire et dans l'exécutif, dans la commission exécutive de la collectivité territoriale, dans le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. C'est-à-dire un maire, il ne peut pas être dans le conseil, dans la collectivité, oui, il peut être dans la collectivité, mais il ne peut pas présider la collectivité et il ne peut pas non plus être dans le conseil exécutif. Bon, donc, interdiction de faire ce cumul. Par contre, le député peut le faire. Bon, je pense qu'il y a là une espèce de manière, c'est assez amusant, hein. On a préservé pour le député la possibilité d'être président de la collectivité, suivez mon regard, mais on interdit au maire. Alors bon, ça c'est la petite touche, je dirais, pour taquiner un petit peu, mais enfin je veux que les gens comprennent bien que tout ça a été taillé sur mesure. Si on a l'organisation que l'on a avec un conseil exécutif et une assemblée, 2 présidents, un président de l'assemblée, un président du conseil exécutif, le vrai président sera le président du conseil de l'exécutif, parce que c'est lui qui a le pouvoir, avec 8 personnes, comme 8 ministres, comme un gouvernement. Et ces gens qui vont diriger la Martinique, ils ont été élus un temps, mais une fois qu'ils rentrent au conseil exécutif, ils ne sont plus dans l'assemblée, donc ils ne sont plus élus. Ils sont comme un gouvernement. Il faut poser les problèmes comme ils sont, en votant contre le 74, qui était soutenu par le MIM, par Claude Lise, par M. Pamphile, par M. Clémenté de Chelcher. Okay? 80% des Martiniquais ont voté contre ça. Les Martiniquais ont été appelés à voter pour l'article 73 par notre famille politique et par un certain nombre de démocrates, y compris des socialistes. Et puis il y a eu des gens qui sont les autonomistes, qui ont dit nous ne voulons pas du 74, parce qu'ils ne voulaient pas du 74 parce qu'ils savaient que les Martiniquais allaient voter contre. Et comme ils ne voulaient pas être dans ce camp des perdants, ils ont dit on n'en veut pas. Donc ils ont dit on ne veut pas du 74. Mais comme ils ne veulent pas non plus du 73, parce qu'ils ne veulent pas du maintien de la Martinique dans le système général d'organisation avec les départements, etc., ils ont dit on ne veut pas du 73, on veut d'une 3e voie. C'est là qu'il y a à nouveau, non pas un chat cette fois-ci, mais un tigre dans le sac. Parce que qu'est-ce que c'est que la 3e voie? La 3e voie, ce sont eux qui le disent, qui l'écrivent. Ils écrivent qu'il y aura des étapes et que l'étape prochaine, c'est négocier avec l'État l'évolution de la Constitution pour aboutir à un État autonome. Donc l'autonomie. Mais il faut qu'ils disent ça aux Martiniquais. Ça n'a pas été dit. Ça n'est pas suffisamment dit. Et quand je dis ça aux Martiniquais, ils disent mais c'est pas la question. C'est pas élection, c'est pas laisser ça y aller. Oui, mais alors à ce qui ça y aller. Pouchi ou commander 3e voie. Qui ça qui 3e voie? Là, ils ont voté bas. Il faut d'abord placer ça. En fois, ils ont voté bas. Où on doit aller, même manière où tu allé la dernière fois à Paris pour demander qui ont organisé en gouvernement bas de Martinique. Où on doit aller à Paris et pourquoi dit l'État français comme ça? Le peuple a voté bas. C'est 3e voie, ils ont voté. Mis ça qui 3e voie. Donc, il y a demandé l'autonomie. Où on doit faire ça? Président conseil régional a présenté un programme qui a créé PADM, Programme d'action pour le développement de la Martinique. Ok? Il présentait ça devant l'Assemblée. Il fait l'Assemblée voter ça. Toutes ces gens qui ont voté ça. Qui ça qu'il y a dans le documentaire? Pas longtemps, en 2014, je ne vais pas dire novembre 2014, ni en l'année, ils ont voté ça. Dans le documentaire, on va trouver un certain nombre de choses.
D'abord, il faut renforcer la fiscalité. Il faut remettre la vignette sur l'automobile. Ça écrit noir sur blanc dans le document. Nous 1000 euros, il y a dit l'euro pas assez, nous avons l'argent local. L'argent leasing. L'argent leasing, il y a l'argent et pourquoi vous pouvez acheter des fruits à pain, 3 bananes, et puis l'autre, il faudra l'autre, nous d'accord pour l'argent aussi. Hein. Les transports, c'est un axe central, effectivement, de mon programme en matière d'infrastructures. Aujourd'hui, certains font semblant de ne pas voir qu'il y a un problème à ce niveau-là. On n'a pas pensé globalement, en tout cas pas suffisamment. Le TCSP va être mis en route. Il faut savoir que l'articulation entre le TCSP et les autres modes de transport n'est pas encore assurée. Et vous l'avez bien vu avec la grève des transporteurs. Il y a des transporteurs qui vont voir bouleverser leur vie économique, leurs investissements. Ce sont des gens qui quelquefois ont passé la cinquantaine, qui auront du mal à se reconvertir. Et brutalement, sans leur demander leur avis, sans leur dire comment ça va s'organiser, sans leur donner une chance peut-être de trouver là une autre manière de travailler, on les a mis devant le fait accompli. Et puis ça s'est terminé en eau de boudin. Le Conseil général a essayé de négocier, mais bien évidemment ce n'était pas le bon interlocuteur. On ne négocie pas à deux mois de la fermeture de la maison. Le Conseil général ne sera plus là, n'existera plus à partir dans quelques semaines. Et ça n'avait pas de sens que de dire que le Conseil général négocie avec les transporteurs. Donc les transports doivent être organisés. Quelle est l'idée qu'il doit y avoir autour de ça? D'abord que le transport soit accessible, qu'il soit un vrai service public et qu'il soit à un prix de service public. Aujourd'hui, par exemple, on peut l'imaginer, certains l'ont imaginé, mais personnellement je pense que c'est trop tôt. Nous n'avons pas suffisamment de moyens et de ressources financières pour assurer cela. Il faut aussi qu'il y ait une participation de la personne transportée, parce que ce qui est gratuit n'est pas nécessairement bien compris en termes, je dirais, d'efforts collectifs. Il faut donc qu'il y ait une participation à l'effort et aux besoins. Donc moi je ne suis pas d'accord avec le transport gratuit, pas pour l'instant en tout cas, et pas sur toute la Martinique. Peut-être certaines zones ça peut avoir du sens. Mais il faut qu'il soit accessible. Il ne faut pas que pour venir d'ici à arriver à Fort-de-France, on paye presque 11 €, je crois. Et ce qui fait plus de 20 € par jour pour faire l'aller-retour. Si vous travaillez, par exemple, à Fort-de-France ou au Lamentin, vous allez payer 20 €, c'est-à-dire ça va vous coûter 100 € de la semaine, ça fait un peu plus de 400 € dans le mois. Évidemment, qu'est-ce que va faire la personne qui se trouve dans cette situation-là? Il va aller grossir le flux des automobiles, il va acheter une voiture, ce qui n'est pas nécessairement un bon calcul, ni sur le plan économique à titre personnel, ni sur le plan économique à titre collectif, mais on ne lui a pas laissé le choix. Donc il faut que les transports en commun soient subventionnés, et personnellement, je mettrai en place un dispositif de soutien pour que les prix des transports en commun baissent de manière significative, et la dame qui a dit cela a parfaitement raison. Et vous n'allez pas me faire croire qu'il est fallu attendre tant de temps pour qu'on fasse une chose comme celle-là, alors que ça se fait pratiquement dans toutes les régions de France. Une jeunesse volontaire qui parle de laxisme des autorités et justement qui se sent exclue. Vous en pensez quoi? Je comprends ce qu'ils disent. Je pense que quelquefois, ils ont le sentiment de ne pas être entendus, le sentiment d'être incompris, et je pense qu'ils n'ont pas toujours tort, même si quelquefois, c'est vrai que de l'autre côté aussi, il faut qu'ils se prennent aussi en main, et qu'il ne faut pas qu'ils attendent tout des autres. Mais globalement, si vous voulez, on peut se battre, comme je le disais encore une fois, quand on a l'espoir. Si on vous enlève l'espoir, vous n'avez plus envie de vous battre. Et donc moi je veux redonner à cette jeunesse l'espoir. Je veux dire à ceux qui ont envie de se battre, on va vous aider. Je veux dire à ceux qui ont envie de se battre, on va vous entendre, on va vous écouter, on va vous soutenir. Et quand les autres verront que c'est comme ça, que ceux qui ont envie d'y aller, ils sont soutenus, bien les autres aussi vont reprendre espoir. Je vois ressurgir un projet d'aéroport à l'occasion de chaque élection, un projet d'aéroport à Basse-Pointe, c'est-à-dire à chaque élection, on vient raconter au pointoir qu'on va mettre un aéroport. Et puis ensuite, on ne fait pas l'aéroport. Pour une raison très simple, c'est que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour qui faites-vous un aéroport? Et pourquoi?
Alors ça aussi, c'est dans le fameux PADN. Ils disent qu'ils vont désenclaver le nord. Est-ce que vous croyez que c'est avec un aéroport que vous allez désenclaver le nord de la Martinique? Qui va utiliser cet aéroport? Est-ce que c'est le marin-pêcheur de Basse-Pointe ou de Grand-Rivière? Est-ce que c'est la mère de famille? Est-ce que c'est la personne âgée? Est-ce que c'est celui qui va travailler tous les jours à la montagne? Il sera désenclavé parce qu'on va lui mettre un avion alors qu'il ne peut même pas payer le taxi collectif? Bon, ça n'a pas de sens. Ensuite, ça n'a pas de sens parce que ça va coûter inutilement cher. Ensuite, ça n'a pas de sens parce que vous allez mettre un aéroport pour transporter qui? Il faut d'abord qu'il y ait un besoin, il faut d'abord qu'il y ait une activité économique. Alors que vous pouvez transporter, par exemple, des touristes aujourd'hui en hélicoptère. Bon. Donc, moi je dis, il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Il faut dire aux gens ce que vous allez faire et pourquoi vous allez le faire. La première chose à faire dans cet extrême nord, c'est de relancer l'activité touristique. Il faut rouvrir l'hôtel Lérix. Et pour ça, il faut une volonté, il faut une démarche, et il faut aller chercher des investisseurs. Personnellement, je suis en relation avec des gens qui sont susceptibles de relancer cette dynamique sur le nord. Et j'ai également un jeune entrepreneur qui veut construire des gîtes, style gîtes écolo, ruraux mais écolo. C'est un petit peu ce qui se fait au Costa Rica, à la Dominique, bien intégré dans la nature, avec tout un programme de visite, de plongée, etc. etc. Donc c'est un projet assez bien pensé, et je pense que ce sont des projets comme ça qu'il faut dans ces zones qui ont un attrait particulier. Qu'est-ce qu'il faut faire encore dans le Nord? Il faut effectivement, une dame l'a dit, favoriser les transports en commun pour que le Nord soit plus accessible économiquement et que les gens du Nord puissent plus facilement se déplacer dans des conditions économiques acceptables. Il faut déconcentrer la collectivité territoriale. Non pas mettre une antenne où les gens vont venir et puis au bout d'un moment ils vont se dire c'est pas la peine d'aller dans l'antenne, autant descendre sur la CACEM. Bon, non. Mettre une partie des services de la collectivité implantés dans le Nord. Une forme de délocalisation, si on peut dire. Délocalisation des activités. Alors ça a été promis par ceux qui se présentent là. Ils ont tous promis ça. Ils ont tous promis ça, aucun ne le fait. Ce qui est faramineux, c'est la capacité d'oublier et de la population et de ceux qui se présentent. Ils reviennent à chaque élection avec les mêmes projets qu'ils n'ont pas fait et ils revendent ça à la population. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit et qui ne fait pas. Parce que dans ma culture, qui est la culture d'un entrepreneur, quand on décide de faire quelque chose, on met en route et on met en œuvre. Il faut donc déconcentrer. Il faut aussi rééquilibrer le Nord sur le plan médical. Il y a des déserts médicaux dans certaines zones, notamment dans l'extrême Nord, où il n'y a pratiquement pas de médecins. Il y a 2 médecins. Bon, vous pensez bien que ça n'est pas suffisant au regard de la population. Comment fait-on revenir les médecins? Eh bien, il faut peut-être les inciter. Il faut peut-être les aider à s'installer. Certaines régions de France, certaines villes ont fait ça. On les aide, on leur met à disposition, s'il le faut, un cabinet, etc., etc., pour qu'ils aient des raisons de venir là. Entre autres, ça s'est déjà fait dernièrement à Jopago, je me rappelle. Donc ça c'est un autre aspect. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut remettre en place un centre de chirurgie, même de chirurgie légère, à Trinité. On ne peut pas faire toute la population de cette zone descendre sur Kassem City parce qu'elle a une urgence. Justement à ce propos, l'hôpital de Trinité, c'est un vrai problème de territoire selon vous? C'est un vrai problème le fait que justement certains services de ce CHU se ferment en fait. C'est un vrai problème, Il y a des difficultés économiques. Le CHUM est en difficulté économique. La tentation est grande de diminuer les prestations. C'est à nous de convaincre les autorités, de convaincre l'État, de convaincre tous les interlocuteurs qu'il y a lieu de faire des efforts, les uns et les autres. Mais l'effort de la collectivité doit être signifiant et l'effort de l'État doit être proportionné à son engagement, qui est un engagement essentiel et premier dans la santé des citoyens martiniquais. Alors pour le Nord, plus particulièrement, il faut favoriser la diversification agricole, il faut aider les petits agriculteurs, pas seulement les gros agriculteurs. Les gros, il faut la banane, mais il faut aussi que les petits agriculteurs puissent vivre et que les gens aient envie de retourner à la terre,
Mais pour qu'ils retournent à la terre, il faut qu'ils y trouvent les moyens d'y gagner leur vie. Justement, nous parlons d'agriculture. Bon, l'agriculture, bon, disons que le Nord, c'est le poumon de la Martinique dans un certain sens. Que prévoyez-vous justement? Comment comptez-vous aider ces agriculteurs? Comment voyez-vous justement la façon de pouvoir leur permettre de produire sainement, de produire aussi pour que ça leur rapporte quelque chose? Comment voyez-vous cela? C'est pas seulement de produire, c'est de pouvoir écouler leurs produits. Moi j'ai rencontré un exploitant agricole d'Ajoupa à Bouillon qui fait de l'ananas et qui me dit: mais monsieur mon plaisir, comment vous voulez que je fasse de l'ananas? Je plante de l'ananas, quand je le récolte, je vais le vendre. Il y a quelqu'un qui importe de l'ananas de Saint-Domingue, il donne deux containers d'ananas pour le prix de 1. Comment vous voulez que je concurrence ça? Il faut faire très attention à ce problème de concurrence. Il faut soutenir les agriculteurs comme on soutient les agriculteurs de la diversification, comme on soutient la banane. Puisque la banane, s'il n'y avait pas de soutien de fonds européens, d'État, etc., il n'y aurait plus de banane à Martinique. Eh bien, il faut qu'on soutienne les petits agriculteurs qui font des productions comme l'ananas, comme les fruits, comme les légumes, etc. Il faut qu'on les soutienne de manière significative, ou aussi significative que ce qui est fait pour la banane, pour que ces gens-là puissent vivre de leur travail. Il faut raccourcir les filières de commercialisation, donc favoriser l'émergence de filières, favoriser l'émergence des filières durables. Des filières durables et des coopératives et des choses comme ça. Mettre en place des dispositifs d'incitation à la consommation des produits locaux au travers des consommations des collectivités, des écoles. Et si les produits sont plus chers, ce qui arrive, vous savez que quelquefois, pour vous trouver de l'igname du Loir-et-Cher, qui va coûter peut-être moins cher que notre igname. Ça paraît ridicule, mais bon, je ne parle pas de celui de Saint-Domingue, évidemment. Bon. Mais pour éviter ce genre de distorsion, il faut que l'on mette en place des mécanismes qui fassent que les gens qui consomment nos produits, qui sont en général de meilleure qualité, pour ne pas dire toujours, là ce serait du chauvinisme, eh bien que ces gens-là, on leur permette d'avoir accès à ces produits-là dans des conditions économiques qui soient concurrentielles. Quand vous regardez le lieu d'implantation qui est au Galion, il y a ce qu'on appelle le cône de déversement. Le bassin versant du Galion. Voilà. Tout ça, toutes ces poussières, etc., qui vont résulter, vont se déverser dans une espèce de V. Hein. Ça va partir du Galion et puis ça va s'ouvrir. Et tout ça va tomber sur la tête des gens tout autour. Parce que les vents dominants font que ça va passer par-dessus les terres. Donc c'est une erreur et une hérésie que de faire ça. Quand on prétend dans le même temps qu'on veut protéger l'environnement, qu'on est pour une île verte, etc., etc. Et ce projet-là a le soutien du Conseil régional actuel. Si nous arrivons, comme je le crois, parce que les Martiniquais veulent de ce changement, dans 15 jours, à faire en sorte qu'il y ait un changement en Martinique, nous allons arrêter ce projet-là. Les entreprises qui se lancent dans des projets le font à partir d'un plan de financement. Ce plan de financement, il est basé sur ce qu'il est possible de faire. Si vous avez un projet qui est éligible à des subventions, vous demandez des subventions. Sur le Club Med, nous avons fait 50 millions d'euros. 50 millions d'euros de travaux et d'investissements. Nous avions donc un plan de financement qui prévoyait l'apport de fonds des investisseurs, qui prévoyait des crédits de banque et qui prévoyait des subventions. On n'a pas fait de combine avec qui que ce soit. Mais sans doute, M. Lordino est tellement un homme habitué à des combines et aux mises en examen qu'il y trouve là une espèce d'explication qui lui paraît familière. Nous avons fait des demandes de subvention. Nous avons obtenu les accords de subvention qui sont proportionnés au montant de l'investissement. Il faut savoir que qui est la personne qui reçoit le plus de subventions à la Martinique? Qui est l'entrepreneur qui reçoit le plus de subventions? C'est le plus gros entrepreneur de la Martinique. C'est pas moi. Je n'ai pas de complicité ni avec M. Lordino, ni avec M. Letchimi, on s'en douterait,
ni avec le gouvernement socialiste, ni plus avec M. Sarkozy. Monsieur le Président. Oui, merci Madame. Compte tenu que vous avez des enfants et que j'entends à votre voix, vous êtes aussi, pour moi, vous faites partie de ces personnes que je qualifie de jeunes. Mais d'une manière générale, oui, bien évidemment, quand on pense à l'emploi, ce n'est pas destiné qu'aux jeunes. Mais plus vous créez de l'emploi, plus vous créez de la dynamique économique et plus vous donnez de chance à tout le monde d'avoir un emploi. Mais pour terminer, si vous me permettez, parce qu'il ne faut pas en rester là avec cette affaire de l'Ordino, c'est profondément malhonnête. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de faire quoi? Que je ne serais pas un chef d'entreprise exemplaire. Si mon entreprise avait été mal, ils auraient dit « il gère mal ». Comme mon entreprise va bien, ils disent « on lui a donné des subventions ». On m'a donné des subventions comme on le donne à toutes les entreprises martiniquaises qui sont éligibles à ces subventions. Si vous voulez construire un hôtel demain, vous ne pourrez pas le construire, parce que ce serait économiquement pas possible, si vous n'avez pas l'accès à des subventions. Maintenant, concernant les fonds européens, j'ai perçu l'intégralité des fonds de l'État, l'intégralité des fonds de l'Europe. Le seul organisme qui n'est pas tenu ses engagements, c'est le Conseil régional de la Martinique. Tout simplement parce que je ne suis pas du bord politique de M. Letchini. Ils ne m'ont pas versé le reliquat de subvention qui nous était dû sur ce projet de l'hôtel Club Méditerranée. J'ai donc engagé une action en justice contre le Conseil régional. Nous avons effectivement en première instance été déboutés. Nous avons lancé une action en justice à nouveau à la Cour d'appel et j'espère bien obtenir gain de cause. Je sais qu'ils ont fouillé tous les dossiers. Ils ont fouillé tous les dossiers pour essayer de trouver quelque chose contre moi. Mais je ne peux pas dire ça comme ça. Soit je ne peux pas parler fort, et je ne peux pas parler fort. Soit je ne peux pas parler grave, et je ne peux pas parler grave. C'est parce que je n'ai pas acheté pièces chaînes en pied moins. Pièces qui là, pas qu'à marrer moins. Et je ne peux pas parler de peuple là. Parce que je ne peux pas prendre force moins pour parler de peuple là. Je ne peux pas parler de moi. Je ne peux pas parler de peuple là. Puis je sais faire moins fermer gel moins pour dire. Marie gel pour là-dedans. Je t'ai essayé de trouver. Si je t'ai mis un seul bagage en l'air, je vais mettre un défi. Je vais mettre un défi. Si on a un seul bagage en l'air, mettez dehors. Nous arrivons au terme de cette émission. Alors, pour terminer, quelques mots pour défendre votre liste. Tout simplement, moi je veux dire, j'espère avoir convaincu aujourd'hui que quelque chose est possible en Martinique, qu'il faut surmonter les peurs, que nous n'avons pas de raison d'avoir peur des autres. Nous sommes la majorité, vous êtes la majorité, celle qui veut changer ce pays, celle qui veut d'autres choses, pas celle qui veut opprimer, pas celle qui veut empêcher de parler, pas celle qui veut faire peur, pas ceux qui veulent faire du chantage à l'emploi, pas ceux qui veulent faire du chantage à l'aide publique, mais cette Martinique travailleuse, silencieuse, fière, qui a envie de retrouver sa place, qui a envie de se retrouver à nouveau. Et je n'ai pas peur de le dire, j'aime beaucoup les Guadeloupéens, mais j'ai envie de revoir mon pays devant la Guadeloupe. Mon pays qui est passé derrière, qui était toujours devant, et qui depuis 2011, pour la première fois, a été positionné derrière la Guadeloupe. Je veux redonner sa place à mon pays. Je veux que nous le fassions ensemble, dans la fraternité. Je suis fâché avec personne. Je ne serai pas l'ennemi de ceux qui dirigent la région aujourd'hui et qui ont échoué complètement. Ils sont là depuis 30 ans. Demain, s'il le faut, parce qu'ils n'ont pas que des mauvaises idées nécessairement. Ils ont de mauvaises méthodes, une mauvaise approche et de mauvaises habitudes surtout qu'ils ont prises avec le temps. Nous allons travailler avec eux, avec d'autres, avec tous les Martiniquais qui ont de la bonne volonté. Nous le ferons dans la transparence, en renforçant l'idée du modèle, de l'exemplarité de l'action de l'homme politique, et puis surtout avec l'efficacité. L'efficacité dans l'action, c'est peut-être l'ADN de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il sait que quand il investit de son temps, de son argent, de son énergie, il sait qu'il doit au bout du compte récolter quelque chose. Celui qui plante, qui a fait l'effort de labourer la terre, qui a fait l'effort de planter, qui a fait l'effort d'arroser, à un moment donné de la récolte, il faut qu'il trouve au travers de cette récolte le fruit de son travail, de son effort. C'est ce pays-là que je veux. Ce pays au travail, ce pays debout, ce pays fier de lui, ce pays qui affirme son identité,
qui affirme sa solidarité pour les plus âgés, qui affirme sa solidarité pour les plus jeunes, qui affirme sa solidarité pour ceux qui sont en souffrance, y compris ces jeunes qui ont raté la première marche de la vie et qui quelquefois se retrouvent en prison, à qui il faut donner une nouvelle chance dans la vie. Un pays tout simplement où on est heureux, où on a envie de vivre, un pays que l'on voit comme il est, beau, mais aussi un pays que l'on voit susceptible d'apporter plus aujourd'hui qu'il n'offre, d'apporter plus demain qu'il n'offre aujourd'hui. C'est ce pays-là qui va faire que les jeunes vont venir. C'est ce pays-là. Ce n'est pas 15 000 € qui vont faire nos jeunes revenir. C'est un autre pays. C'est le pays du changement. Alors, maman est là, moi je le dis, je le crie sur votre antenne. Je le dis à mes compatriotes du Nord. Mettez comme nous ensemble. Et puis, bas pays en chance. Changer, bagaille là, ça possible. Pas comprendre qui nous marre. Et puis qui nous nie en chape PPM qui sortit de France, qui vient couvert en arrive pays. Libérez le pays, maman est là. Monsieur Yann Monplaisir, je vous remercie. Monsieur Yann Monplaisir, donc tête de liste de Anouba, pays en chance pour le scrutin de la collectivité territoriale de Martinique. C'était Parole Maître Pièce. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous très bientôt. Restez à l'écoute de Nord FM. Au revoir. Merci et au revoir.